Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mercredi 23 novembre. Voici le programme. À la une de l'actualité, la sobriété énergétique. Avec l'explosion du coût des énergies, les communes, les entreprises et les Yvelinois se mobilisent pour réduire leur consommation et pour trouver des solutions. Nous en parlerons avec nos invités, Xavier Delaporte du club Climat Énergie de Saint-Quentin en Yvelines et Marc Fleury, directeur territorial d'Enedis dans les Yvelines. Pour répondre à la problématique des déserts médicaux, le département des Yvelines s'est lancé dans la télémédecine. Il vient de signer un partenariat avec l'entreprise H4D qui crée des cabines de téléconsultation. Alors comment ça fonctionne ? Est-ce comme en présentiel ? Valérie Kossuta, directrice générale de H4D, répondra à nos questions. Et le mercredi, c'est le jour de notre page cinéma. Nous parlerons des films à ne pas manquer dans les prochains jours. She Said, Bones and All, Saint-Omer, ce sera avec notre journaliste Céline Charles. Au programme également le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Et avec moi en plateau également Régine Rallèche, bonsoir, journaliste de la rédaction de TV78. Vous allez nous parler de ce qu'il s'est passé dans les Yvelines aujourd'hui. Oui, alors comme tous les jours, il s'est passé énormément de choses. On va parler notamment de Jamel Debbouze, mais aussi du pass Navigo et aussi de la sobriété énergétique. Eh bien, ce sera juste après, mais avant, j'en parlais à l'instant, la sobriété énergétique est au cœur des problématiques actuelles et avec nous pour en parler, Marc Fleury, bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, vous êtes le directeur territorial d'Enedis dans les Yvelines. Est-ce qu'il faut s'attendre cet hiver à des coupures d'électricité ? Alors, Enedis travaille avec RTE et les pouvoirs publics pour limiter le risque de coupure. C'est notre raison d'être, c'est notre mission de service public. Et effectivement, si les prévisions d'RTE se confirment, il est possible qu'on ait en dernier recours, à quelques coupures, quelques délestages. Et donc on en parlera plus en détail dans quelques instants. Avec nous également Xavier Delaporte, bonsoir. Bonsoir. Alors je le rappelle aussi, vous êtes le président du club Climat Énergie. Directeur. Président, c'est Bertrand Coquart, mais c'est pas grave. Le directeur du club Climat Énergie de Saint-Quentin en Yvelines. Quelles sont les solutions qu'on peut facilement mettre en place pour réduire sa facture énergétique ? Alors facile, je ne sais pas. En tout cas, moi j'aurais tendance à répondre un peu comme mon voisin. Il faut anticiper. Aujourd'hui, si on veut réduire ses consommations d'énergie, c'est pas au dernier moment qu'on s'y prend. Il faut essayer de maîtriser, ce qu'on appelle faire maîtriser ses consommations d'énergie, donc déjà les connaître. Si on ne connaît pas ces consommations d'énergie, c'est très difficile de mettre en place les bonnes actions, qu'il s'agisse d'isolation, de changement d'équipement, d'éco-gestes, parce que derrière, tout ce qu'on va mettre en place, ça dépendra vraiment du mode de consommation, je dirais, de l'entreprise ou éventuellement des particuliers, c'est pareil. On reparlera de ces éco-gestes et de ces bonnes actions aussi un peu plus tard. Avec nous également en plateau, Valérie Kossuta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de H4D. Donc c'est une société qui permet aux médecins de pouvoir consulter leurs patients à distance. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est tout simple. C'est tout simple. En fait, c'est un dispositif médical, donc très sérieux, certifié. Enfin, il y a de nombreuses sécurités, certifications. Donc, vous entrez. En fait, on a essayé de recréer le colloque singulier, c'est-à-dire le tête-à-tête entre le médecin et le patient, dans une cabine de télémédecine qui a été créée par un médecin. La société a été fondée par un médecin. Donc, on a vraiment cette vision médicale à tous les points du processus. Et donc, du coup, le patient prend un rendez-vous sur immédiance.com. Ensuite, donc il voit la localisation, choisit la localisation, se rend dans une cabine de télémédecine qui peut être en collectivité, en centre de santé, qui peut être dans un hôpital aussi, dans une entreprise. Il y a aussi des entreprises qui s'équipent pour leurs salariés. Et il arrive, donc il a un petit code par SMS, rentre le code, accède à la cabine. En général, on met aussi un accueil humain, parce que l'humain est quand même fondamental. Donc ensuite, il rentre sa carte vitale dans la machine, c'est pris en charge. Et à ce moment-là, pareil. Sauf qu'on met la carte vitale au début, pas à la fin. Et ensuite, dès qu'on a mis la carte vitale, le médecin apparaît sur l'écran. Donc c'est un véritable médecin. Donc dès qu'on rentre dans la cabine, qu'on a inséré sa carte vitale, on est pris en charge par un médecin. Et on reparlera du déploiement de la télémédecine dans les Yvelines un tout petit peu plus tard, en plus en détail. Dans cette émission, nous reviendrons aussi sur le premier match de l'équipe de France face à l'Australie lors de la Coupe du Monde. C'était hier soir. Mais avant, jetons un petit coup d'œil à la météo de demain.
Demain matin, dans les Yvelines, le ciel devrait être nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 8 degrés en moyenne, mais avec un ressenti de 4 degrés. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager avec des rafales de vent allant jusqu'à 45 km/h. Au niveau des températures, il fera 12 degrés en moyenne. Et demain, nous fêterons les Floras. Le point maintenant sur l'actualité dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Régine Ralèche, on commence avec une augmentation. Oui, en fait, mardi 22 novembre, Valérie Pécresse a annoncé la hausse du prix du pass Navigo en 2023. Donc actuellement, le prix est de 75,20 €, mais il passera à 80,80 € ou 90 €. C'est au gouvernement de trancher. Une personnalité s'est rendue à Trappes aujourd'hui. Oui, et c'est le comédien Jamel Debbouze qui est allé à la rencontre des collégiens, des élèves du collège, Le Village. Et on le rappelle d'ailleurs, Jamel Debbouze qui est originaire de la ville de Trappes et qui a fait ses premières armes à la compagnie de théâtre Déclic. Et on continue de parler de Trappes, Régine. Effectivement. Alors, on continue à parler de Trappes. Donc, la ville fait partie des 90 collectivités territoriales qui s'engagent à réduire leur consommation énergétique. Pour parvenir à cet objectif, elle se base justement sur un dispositif qui se nomme EcoWatt. C'est un dispositif d'alerte qui informe en temps réel les Français sur leur niveau de consommation. Et du coup, cela a été décidé hier lors du Salon des maires à Porte de Versailles. Le chiffre du jour, c'est 145 000 €. Pourquoi ? Alors 145 000 €, c'est l'indemnisation qui est versée aux 28 agriculteurs yvelinois. Si vous vous souvenez, le 4 juin dernier, une tempête de grêle s'abattait dans le sud du département et les intempéries avaient causé d'énormes dégâts, notamment à Rambouillet où des hectares de champs avaient été ravagés. Du sport à présent avec cette petite bombe lâchée par le président du PSG. Alors oui, Paris mérite un meilleur stade. C'est la phrase prononcée par Nasser Al-Khelaifi depuis le Qatar où se tient la Coupe du Monde. Le Paris Saint-Germain envisage justement de quitter son antre historique du Parc des Princes. En cause, un prix trop élevé demandé par la mairie de Paris pour le rachat du stade. Effectivement, donc le club souhaite agrandir le stade de 48 000 à 60 000 places. En cas d'échec dans ce projet, le PSG se tournerait vers d'autres pistes, alors racheter le Stade de France à Saint-Denis ou bien construire un nouveau stade. Et la ville de Poissy est évoquée comme potentiel site. C'est d'ailleurs là-bas que le Paris Saint-Germain construit son futur centre d'entraînement. Et on termine avec une info consommation. Effectivement, si vous ne savez pas où réparer votre voiture ou faire votre révision, j'ai une bonne nouvelle. Le magazine spécialisé Auto Plus vient de désigner le meilleur garage des Yvelines qui se nomme AD Autodistribution et se place à Rambouillet, dans la ZAC du Bel-Air. Le garage obtient une note de 9,9 sur 10 grâce à la satisfaction client, la qualité d'intervention et à ses prix attractifs. Eh bien, on va noter l'adresse de ce garage. Merci, Régine Ralèche. Merci. Et si vous aussi, vous voyez une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le communiquer en utilisant le hashtag 78news. Où jeter un papier, un mouchoir usagé? Peut-on mettre les restes de poissons au compost? Comment limiter le gaspillage? L'auteur Guillemette Resplenditaille vient de sortir le petit guide du recyclage. Le voici, un livre qui fait écho en pleine semaine européenne de la réduction des déchets. Il permet notamment de mieux faire comprendre aux enfants l'origine des matériaux et où vont les déchets lorsqu'on les jette. L'interview récoltée par Julien Leroy. J'ai voulu insister surtout sur faire connaître aux enfants les matériaux avant qu'ils sachent comment s'en débarrasser, comment les recycler. Parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait une grande méconnaissance, même des matériaux les plus simples. On fait des petits ateliers tout simples et puis on regarde en gros ce qu'on a sur soi.
Puis se rendre compte aussi, ce qu'on a, il y a aussi des fermetures éclairs en métal, il y a des boutons en plastique ou en bois ou en liège, et puis nos tissus ont été teints, et puis on a rajouté un petit peu d'élastique pour avoir un jean beaucoup plus confortable. Donc en fait, c'est toute une évolution pour faire comprendre aux enfants que tout n'est pas acheté par exemple dans le plastique, et aussi que ça ne va pas se recycler de la même manière, selon qu'on ait un pull en laine naturelle ou des fibres synthétiques. Le tissu, ça peut être pour faire des chiffons, pour faire des isolants à la maison, mais aussi au niveau industriel. Et puis ne pas oublier bien sûr que les vêtements peuvent servir à d'autres, et ça peut donc être vendu ou encore mieux donné. Il faut aussi qu'ils comprennent pourquoi leurs parents ou leurs grands-parents, en fait, ont tellement apprécié d'avoir ces nouveaux matériaux, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on devienne dans une ère où, en fait, on est en train de tout critiquer en disant « mais ils ont fait que du mal ». On ouvre une large page sur la crise énergétique à présent. La production et la consommation d'électricité s'annoncent tendues durant cet hiver. Face à cette situation exceptionnelle, le gestionnaire du réseau électrique français RTE, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ont mis en place l'application EcoWatt. Les détails avec Gwenaëlle Lemarchand, référente exploitation Île-de-France pour RTE. On a une disponibilité très basse du parc nucléaire, avec quasiment un réacteur nucléaire sur 2 à l'arrêt. On a aussi une vigilance particulière sur notre capacité à importer de l'électricité depuis les pays voisins. Et ça, c'est lié à la crise énergétique russe et à l'alimentation en gaz. On anticipe une possibilité de devoir couper la consommation des Français pour garantir cet équilibre production égale consommation. Et donc, on s'apprête à passer un hiver exceptionnel avec une vigilance vraiment exceptionnelle sur l'ensemble de la période hivernale. On a développé un site internet, monecowatt.fr. On a développé également une application EcoWatt qui va permettre à chacun d'adapter sa consommation d'électricité en fonction de la météo de l'électricité, et qui reflètera le niveau de tension du système électrique pendant tout l'hiver. 2 volets dans EcoWatt. Le premier volet, c'est la météo de l'électricité sous forme de signaux vert, orange ou rouge, et qui permettront à chacun de savoir pour la journée en cours et pour les 3 journées à venir le niveau de risque du système électrique. Signal vert, tout va bien. Signal orange, quand on fait la somme de ce que tous les Français vont consommer, les particuliers, les collectivités, les entreprises, on se rapproche de la capacité de production maximale disponible en France. Et puis EcoWatt rouge, signal rouge, c'est que là, par contre, quand on prévoit la consommation des Français, on va dépasser le niveau de production maximum disponible en France. Et donc là, il y a un risque fort d'être obligé de couper les Français, de couper particuliers, collectivités, entreprises, pour arriver à retrouver un équilibre du système. Nicolas Dondry, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous êtes venu nous rejoindre en plateau. Vous allez nous parler de la sobriété énergétique. Oui, effectivement, on vient de l'entendre. Hein. La situation est assez exceptionnelle cet hiver, notamment au niveau de la consommation d'énergie et au niveau notamment de l'électricité. Et les entreprises sont aussi concernées. Et donc, je vais vous parler de la sobriété énergétique dans les entreprises, des mesures qui ont déjà été mises en place, mais aussi des mesures à venir. Et c'est quelque chose aussi, c'est un sujet qui sera abordé ce vendredi dans notre numéro du Sky Eco. On a rencontré notamment Xavier Delaporte qui est en plateau avec nous et qui intervient dans le Sky Eco. On aura aussi Anne Fayet en interview. On est allé aussi dans l'entreprise Airwell qui est spécialisée dans les productions de climatisation, mais qui se développe de plus en plus maintenant, notamment dans le photovoltaïque. Un programme riche, mais juste avant, on va revenir un petit peu sur ces mots qu'on a entendus. Là, le risque de coupure d'électricité est bien présent cet hiver. Marc Fleury, je le rappelle, vous êtes le directeur territorial d'Enedis dans les Yvelines. Quelle est la procédure à suivre si on veut mettre en place un délestage ? Alors, on travaille main dans la main avec RTE. RTE est en charge de la prévision, parce qu'il faut anticiper ces contraintes sur le réseau. Et donc, si d'aventure
les gestes de sobriété énergétique ne sont pas suffisants, si les gestes que pourrait faire Enedis pour soulager la contrainte ne sont pas suffisants, en dernier recours, on pourrait effectivement envisager des procédures de délestage. Et ça, on le saura qu'à J-3. Délestage, peut-être rappeler ce terme. Oui, donc délestage, c'est une coupure ciblée, localisée sur une période maximale de 2 heures, qui est là pour faciliter le passage des pics de consommation, qui sont sur les périodes 8h, 13h, 18h, 20h. Donc on est vraiment sur certains pics de consommation. Et on réagira en fonction du signal EcoWatt que proposera RTE. Ce signal sera proposé à l'avance, et donc ça permettra à l'ensemble des citoyens français de faire un effort collectif de sobriété qui nous permettra peut-être de ne pas recourir à ce dernier geste qui est le délestage. Justement, on a vu qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part des Français, de la part des entreprises par rapport à ces coupures d'électricité. Mais il faut bien le préciser, c'est que 2 heures finalement dans la journée qu'il y aurait des coupures, c'est pas plus. Effectivement, en fait, ça répond à un critère technique de choix de 2 heures. C'est des procédures de délestage, des procédures de sauvegarde du dispositif pour éviter que le système électrique n'aille vers une panne un peu plus généralisée. Mais les personnes seront prévenues qu'il y aura eu des coupures. C'est pas des coupures surprises ou sans prévision, quoi. Alors effectivement, en France, on a l'habitude d'avoir une qualité de fourniture très bonne. Je rappelle que la qualité d'alimentation électrique est à 99,9% présente en France. On a un critère d'un taux d'alimentation très bon. Et donc, la coupure est peu dans nos vies de tous les jours. Et donc là, effectivement, ce seront des coupures qui seront anticipées. Parce que RTE nous passera l'information, et à partir de J-3, parce qu'on ne veut pas anticiper trop tôt, parce que en fait, ça dépend aussi beaucoup de la météo et des capacités de production, ça dépend aussi de la capacité des gens à appliquer les bons gestes de sobriété, et par rapport à ça, à partir de J-3, se met en place tout un dispositif commun avec RTE pour communiquer et informer les différents clients, les différents utilisateurs du réseau sur ce risque potentiel. Tous les jours, en fait, on va confirmer un peu ce risque à partir de J-3 et avoir une communication adaptée en fonction des profils de clients. Et alors, est-ce que vous pouvez couper le courant, l'électricité dans n'importe quelle zone, ou il y a des zones où vous ne pouvez pas, c'est interdit ? Alors en fait, il n'y a que 2 segments de clients. Tous les clients sont logés à la même enseigne, j'ai envie de dire, parce que dans le dispositif de délestage, il n'y a pas de discrimination. Il y a juste une liste de clients dits prioritaires, qui est fixé conjointement avec les pouvoirs publics, comme je l'expliquais au début, en travaillant main dans la main avec le pouvoir public. Ce sont les clients dits prioritaires choisis par le préfet qui ne peuvent pas, quelque part, il y aurait des risques à les couper de 2 heures. Et donc, c'est quelques clients, comme les centres hospitaliers ou les activités qui sont liées à la défense nationale, par exemple. Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé, ces coupures, ce risque de coupure d'électricité, ou là c'est vraiment un contexte particulier, une année particulière ? Alors dans le cas de notre mission de service public, Enedis, RTE et le port public ont en charge d'assumer une bonne sécurité du réseau électrique. Donc ça, c'est notre travail de tous les jours, qui ne se voit pas, comme je dis, parce qu'il y a peu de coupures. Donc à chaque hiver, en fait, on regarde quel est le risque entre l'équilibre production et consommation. Et pour l'hiver 2022-2023, comme la production, comme l'a dit ma collègue d'RTE, la production est moins présente, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à la consommation, notamment aux pics de consommation. Et donc le but, c'est de passer ces pics collectivement pour limiter les contraintes sur le système. Juste une question aussi par rapport aux zones. Par exemple, dans les Yvelines, est-ce qu'il y a certaines communes vous savez déjà que dans certaines communes, il n'y aura pas de coupure d'électricité ? Non, ça on ne le saura pas parce qu'effectivement, RTE en charge l'équilibre global du système et peut nous demander, alors ça rentre un peu dans la technique, je suis désolé, mais par bloc de 100 MW qui représente à peu près 50 000 à 100 000 clients, de délester sur tel et tel secteur. Mais on ne le saura pas avant parce que c'est bien un équilibre global du système qui est recherché. Parce qu'en fait, quand on parle de coupure d'électricité, c'est pas une commune. On ne parle pas à l'échelle d'une commune, c'est des coupures d'électricité par quartier. Comment ça fonctionne en fait ? Donc en fait, ça dépend beaucoup de la structure du réseau électrique. Pour essayer de schématiser et de faire assez simple, on a des agences de conduite régionales qui sont la tour de contrôle 24/24 de l'état du réseau. Ces agences de conduite ont des systèmes de télécommande sur le réseau et ouvrent ce qu'on appelle dans notre langage un peu technique des départs sur la haute tension. Et quand on ouvre ce départ sur la haute tension, tous les clients sur ce départ sont coupés. Et donc ça peut être sur plusieurs communes et peut-être même que dans une commune, il peut y avoir des clients qui vont voir passer cette coupure de 2 heures, ce délestage de 2 heures, et d'autres qui ne le verront pas en fonction du schéma d'alimentation électrique.
Et là, sur les prévisions, ça peut arriver à quel moment ces coupures? Vous ne le savez pas? Alors, on essaie d'anticiper au maximum. Donc, comme j'ai dit, c'est notre travail de tous les jours. Et avec RTE, produit tous les mois son rapport sur le niveau de risque. Et le niveau de risque, il évalue avec deux choses. Quelle est la probabilité d'avoir un hiver très froid, qui du coup agit sur le comportement de la consommation, et quel est le niveau de production, et quels sont les moyens de production qui sont sur le réseau, avec forcément aussi la production nucléaire, qui est regardée de très près avec les conditions de retour du nucléaire. Donc RTE a mis son rapport là, l'a réactualisé à mi-novembre. A priori, le système tiendrait sur le décembre, et pour l'instant, en fonction des retours de la production, il pourrait y avoir quelques jours signaux rouges EcoWatt qui nécessiteraient une vigilance particulière sur le mois de janvier. Merci Marc Fleury d'être venu en parler avec nous en plateau. Je le rappelle, vous êtes le directeur territorial d'Enedis dans les Yvelines. Pour aller plus loin sur le sujet de la crise énergétique, vous vous êtes intéressé, Nicolas, au sujet de la sobriété énergétique dans les entreprises. Oui, effectivement, Mathilde, hier soir, j'étais au Ski Cube. 50 ans en Yvelines organisait une réunion sur ce sujet, une réunion d'information sur la sobriété énergétique des entreprises. Objectif, répondre aux questions des dirigeants en exposant notamment le contexte actuel de la crise énergétique. Et on écoute à ce propos Jean-Marc Dubreuil, associé de l'entreprise Watt Value, spécialisée dans la gestion des contrats d'énergie. Alors la situation actuelle est complètement imprévisible, complètement nouvelle d'ailleurs pour beaucoup de consommateurs, et explosive pour le niveau des contrats d'énergie que vont devoir signer les consommateurs sur l'année 2023 et au-delà. Elles vont se retrouver avec une augmentation de leur budget de 2, 3, 4, 5 fois. Et elles doivent impérativement signer leur contrat le plus rapidement possible pour bénéficier au maximum de tous les amortisseurs qui ont été mis en place par l'État. Et alors, comment les entreprises doivent-elles faire face à cette situation, Nicolas ? Alors écoutez Mathilde, plusieurs aides ont été mises en place par les pouvoirs publics et qui sont destinées aux entreprises. Alors j'en ai retenu 3. Le bouclier tarifaire qui sera prolongé en 2023 pour les entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Pour ces sociétés, la hausse des prix de l'électricité sera limitée à 15%. À partir du 1er décembre, les entreprises de moins de 20 salariés pourront bénéficier du chèque efficacité énergétique de la région Île-de-France. Une aide jusqu'à 5 000 euros pour investir dans des solutions pour justement réduire la consommation d'énergie. Dernier dispositif que j'ai retenu, le Flash Diag Énergie proposé par la Chambre de commerce et de l'industrie. C'est un autodiagnostic en ligne pour identifier des leviers d'action pour réduire sa consommation d'énergie. Pour plus d'informations, en fait, vous pouvez consulter ce fascicule qui a été créé par Saint-Quentin en Yvelines, qui répertorie tous les dispositifs d'accompagnement pour les entreprises, et vous pouvez le télécharger sur le site internet de Saint-Quentin en Yvelines qui s'affiche en bas de l'écran. Peut-être que vous pouvez le lever un tout petit peu plus haut, voilà, comme ça on le voit mieux. Voilà. Donc consultable sur internet, téléchargeable sur internet sur le site de Saint-Quentin en Yvelines. Et on écoute Anne Fahy, la directrice adjointe au développement économique à Saint-Quentin en Yvelines. Anne Fahy. Nous avons deux retours de la part des entreprises, évidemment de voir comment maîtriser la facture énergétique et d'avoir l'ensemble des dispositifs, des aides qui sont prévues de façon à ce qu'elles puissent les mobiliser. Et puis le deuxième sujet également qui les mobilise, c'est comment accompagner leurs salariés dans l'adoption de toutes les mesures d'efficacité énergétique. Et là encore, Saint-Quentin en Yvelines est aux côtés des entreprises pour leur apporter des conseils en matière de bonnes pratiques. Alors il y a déjà de nombreuses entreprises, et Xavier Delaporte pourra nous en parler, des entreprises de Saint-Quentin en Yvelines qui ont mis en place des solutions qui sensibilisent aussi leurs collaborateurs. Mais vous avez aussi l'exemple du centre commercial de Westfield Parly 2 qui a signé une charte de sobriété énergétique avec ses commerçants pour mettre en place un plan de réduction de la consommation énergétique de 20% par rapport à 2019. Plusieurs mesures concrètes vont dans ce sens, un maintien à 17 degrés de la température, une réduction de 30% de l'éclairage ou encore l'extinction complète du centre et du parking en dehors des horaires d'ouverture. Alors justement, je parlais de Xavier Delaporte, donc directeur du club Climat-Énergie. Aujourd'hui, quels conseils vous donnez aux entreprises pour justement rentrer dans un plan de sobriété énergétique ? Alors déjà, quand on parle de sobriété énergétique, derrière il y a un autre mot qui est l'économie, qui est le coût de l'énergie. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que la sobriété, c'est la motivation. Est-ce que la motivation, elle vient de se dire je veux simplement réduire ma consommation d'énergie parce qu'on en parle, ou parce que tout simplement je veux réduire ma facture d'énergie. Dans les entreprises, c'est fondamental. Les prix sont aujourd'hui à un tel niveau que de toute façon on n'a pas le choix. Donc maintenant, par rapport à votre question, le vrai enjeu,
C'est d'aller motiver les salariés en les impliquant dans la réflexion de l'entreprise. Et il n'y a rien de tel qu'un salarié motivé pour pouvoir appliquer certains éco-gestes qui ne sont pas tous uniques, il y en a plusieurs dans une entreprise. Ça peut aller tout simplement d'éteindre des lumières, ça peut être de faire attention dans les salles de réunion. Je vous donne un exemple auquel on pense rarement, c'est de mettre des capteurs. Les salles de réunion, souvent, elles sont alimentées, il y a de la lumière, elles restent allumées, et parfois ça sert tout simplement à rien. Des capteurs de présence sont des choses qui ne sont pas très chères, pas très onéreuses, mais qui sont très efficaces. Vous voyez après, dans les entreprises, il y a aussi des systèmes de pilotage qui sont extrêmement intéressants, de régulation des températures, de régulation des consommations d'énergie. Tout ça, ce sont des gestes et des actions qui sont complémentaires. Il n'y en a pas une. Et sur la partie vraiment sobriété, je pense plus particulièrement aux éco-gestes, je pense à l'émulation. C'est-à-dire, et nous, du coup, je fais le lien avec 50 ans en Yvelines, et le club, on va lancer un challenge éco-énergie tertiaire dans lequel on va vouloir impliquer l'ensemble des salariés qui le voudront bien, pour les bâtiments, pour les entreprises qui voudront jouer le jeu, à appliquer des éco-gestes. On n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut faire, c'est leur entreprise, c'est leur fonctionnement. Mais derrière, on prendra la consommation d'énergie fin 2022, on regardera fin 2023 et on verra quels sont les écarts. Mais croyez-moi, quand on fait un challenge, il n'y a rien de tel pour motiver les acteurs et à faire des gestes. Quelles sont les autres solutions qu'on peut mettre en place, Marc Fleury ? Alors, Xavier Delaporte a raison, en fait, pour agir, il faut pouvoir mesurer. Et j'ai envie de dire que la France dispose à ce titre d'un outil incroyable, c'est l'outil Linky, qui permet de bien mesurer sa consommation d'énergie. Alors nous, on l'a déployé, donc effectivement, on en fait sa publicité, on pense qu'il peut apporter beaucoup, mais l'ADEME dit qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser à sa consommation d'énergie, on va faire une économie de 10% d'énergie. Donc c'est très important et c'est vraiment le premier palier qui est fixé par le gouvernement en termes de sobriété énergétique. Et encore une fois, le but c'est pas de culpabiliser les gens, c'est plutôt de les rendre attentifs à leur consommation d'énergie et peut-être de décaler leurs usages pour justement mieux permettre de passer ces pics de consommation énergétique et ces pics journaliers. On a un réseau de grande qualité, le réseau et le système électrique en France est de grande qualité. On a une petite période de tension liée à l'hiver sur ces pics de consommation. Si on décale, on n'aura aucun problème sur le système électrique dans son ensemble. Et alors, Xavier Delaporte, demain, vous allez mener une conférence sur l'hydrogène intitulée « Quelles sont les perspectives pour l'hydrogène ?» Est-ce que ça se développe de plus en plus, l'hydrogène ? Alors, l'hydrogène, c'est un vaste sujet qui passionne beaucoup, qui a manifestement un bel avenir. La question, c'est quel type d'avenir ? Il faut simplement repréciser à quoi sert l'hydrogène. L'hydrogène, d'abord, c'est un vecteur d'énergie. Ça permet de passer d'énergie primaire, parce qu'on a été technique, vers des usages finaux. Donc, transformer l'énergie pour un usage. L'hydrogène, c'est aussi un gaz qui existe, qu'on utilise en réalité depuis très longtemps. Ce n'est pas une si grande nouveauté. Simplement, aujourd'hui, la complication, c'est son coût de production. Et les coûts sont largement supérieurs, on parle de coûts multipliés par 3 par rapport aujourd'hui aux autres technologies. Donc si demain on veut utiliser de l'hydrogène, il faut trouver le moyen de réduire les coûts. Alors dans les réduire les coûts, ça, il y a des réflexions et c'est peut-être une vraie opportunité qui nous est offerte à nous la France, mais globalement à l'ensemble, je dirais, des acteurs énergétiques, puisqu'il y a une crise énergétique, peut-être accélérons. Alors, je ne parle pas de subventions, est-ce qu'il faut subventionner ou pas ? La réponse est certainement oui, mais en tout cas, de développer des nouveaux systèmes et des innovations pour être capable de produire de l'hydrogène moins cher. Par exemple, alors quand je parle d'hydrogène, je rajoute d'hydrogène dit vert, c'est-à-dire décarboné, parce que sinon, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et si on parle d'hydrogène décarboné, on pense notamment à l'installation de photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques. Le seul X, c'est qu'il faut en produire beaucoup, des très grandes quantités, pour être capable de produire suffisamment d'hydrogène pour que ce soit intéressant. Et je pourrais peut-être y revenir après sur ce sujet-là. C'est une solution par rapport à la crise actuelle qu'on vit, la crise énergétique, parce que vous dites que finalement ça ne réduit pas les coûts en énergie et aujourd'hui la problématique. Alors oui, il y a le réchauffement climatique, mais c'est aussi une problématique de prix aujourd'hui, surtout mise en avant par les entreprises, mais aussi par les particuliers. Oui, c'est une logique de prix. Aujourd'hui, on réfléchit sur l'hydrogène, on réfléchit sur ses applications, on réfléchit quels sont les usages, et ça c'est déterminant. L'hydrogène aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est 80% dans l'industrie. C'est pas encore utilisé à 50 ans de limite, même si on le souhaiterait. L'hydrogène est plutôt réservé à des usages, bon, je disais industriels, mais si on parle de mobilité, plutôt de mobilité lourde, on n'est pas trop sur le véhicule léger parce que c'est pas
c'est trop cher, c'est difficile à stocker, et puis c'est difficile à produire. Non, ce qu'il faut voir sur l'hydrogène aujourd'hui, et c'est l'objet d'ailleurs de la conférence que nous en lançons demain à la Banque Populaire Val-de-France, c'est l'hydrogène dans 10 ans. Mais si on veut en 2030 avoir un hydrogène qui soit compétitif, et donc des solutions de production et de consommation qui soient efficientes, il faut commencer dès maintenant. Et les 8 ans qui nous séparent de 2030, grosso modo, et puis de l'ensemble de la réflexion énergétique, c'est pas trop, croyez-moi. Il y a beaucoup d'acteurs qui y sont, et tant mieux, ça va créer de l'innovation, ça va créer de l'émulation. Après, j'aurais tendance à dire, j'attendrai 2030 pour vous dire si c'est la solution. Mais en tout cas, tout le monde y croit, et on ne peut que s'y intéresser en tout cas. Et dans quelle filière est-ce qu'on peut développer l'hydrogène, justement? Vous avez parlé un petit peu de l'industrie lourde. Alors l'industrie, de manière générale, on produit beaucoup d'amiac, c'est 45% à peu près de la production d'hydrogène. C'est aussi toute la partie raffinerie, et après les autres usages sont un peu plus exotiques. Aujourd'hui, on se pose la question de produire de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, derrière, grâce à une pile à combustible, permet de produire de l'électricité. Donc c'est là qu'on réfléchit à des usages de type mobilité. Est-ce qu'on parle de mobilité légère? Aujourd'hui, je le disais, c'est très cher, donc c'est pas forcément très intéressant. Quand on parle d'hydrogène, en fait, on parle de véhicules électriques. C'est une sorte de prolongation de l'autonomie électrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat batterie, hydrogène, ce sera peut-être une autre discussion qui sera certainement passionnante. Mais aujourd'hui, on pense plutôt à des poids lourds, ou alors à, pourquoi pas, des bennes à ordures, ou des engins. Il y a les bennes à ordures de Versailles-Grand-Parc qui fonctionnent. Exactement, parce que l'intérêt, c'est que ce sont des véhicules qui consomment beaucoup, mais qui ont surtout besoin de recharger très vite. Et là, l'hydrogène est une bonne solution. Si vous aviez un véhicule électrique, vous avez un problème de temps de rechargement. Vous voyez ? Et là, l'hydrogène, ça répond à ces usages-là. Donc, si jamais demain on doit développer en priorité l'hydrogène sur la partie mobilité, ça sera plutôt sur ces usages-là. Juste pour peut-être poser la question aux autres invités, vous êtes sensibilisés, vous, à cette énergie, l'hydrogène, qu'est-ce que ça vous évoque ? L'hydrogène, on en entend beaucoup parler. Effectivement, on le dit, ça sera la question de sa maturité et de son coût. On a évoqué les coûts de l'énergie, donc c'est ça qui rendra l'hydrogène utilisable pour le système électrique en tout cas. Après, ça peut être une solution parce qu'aujourd'hui, l'énergie ne se stocke pas. Et donc, comme on a un mix énergétique avec du nucléaire et d'énergie naturelle renouvelable, peut-être qu'on peut utiliser l'hydrogène à côté de cette production d'énergie renouvelable qui se fait en fonction du soleil et puis du vent. Et donc ça peut être une solution de stockage, mais encore une fois, à moyen long terme et en fonction de l'impact économique que ça représentera dans le système électrique. Valérie Kossuta, vous avez un avis sur cette question ? Oui, je pense que l'hydrogène, il y a certainement quelque chose, je pense que c'est une des solutions qui doit éclore d'ici quelques années, parce qu'on sait bien que le tout électrique 100% n'est pas la solution. Donc vous évoquiez tout à l'heure justement électrique, pas électrique, hydrogène, voilà. Je pense qu'il faut, de toute façon, il n'y a pas une seule solution et qu'effectivement, aujourd'hui, on est en phase de créativité pour trouver des solutions à la fois économiques et le plus naturel possible et pérennes. Eh bien, merci en tout cas Xavier Delaporte d'être venu en plateau avec nous. Merci également Marc Fleury, je vous remets mes remerciements. Et du coup, si vous voulez participer à cette conférence, vous pouvez vous inscrire sur le site internet qui s'affiche juste en dessous. On en parlait aussi en début d'émission, le département des Yvelines se lance dans la télémédecine et vient de signer un partenariat avec l'entreprise H4D qui crée des cabines de téléconsultation. Valérie Kossuta, je le rappelle, vous êtes la directrice générale de H4D. Concrètement, qu'est-ce que le patient peut faire dans une télécabine ? Il a quoi à sa disposition ? Il a tout. En fait, il a surtout d'abord un médecin qui le reçoit, un vrai médecin en chair et en os, donc à distance, mais qui le reçoit. Donc ça, c'est important. Et ensuite, vous avez tous les dispositifs médicaux, donc tous les instruments que le médecin a habituellement dans son cabinet sont dans cette cabine de télémédecine, jusqu'à quelques instruments de spécialité comme l'otoscope, le dermatoscope. Donc on peut faire de l'ORL, on peut faire du généraliste, de tout ce qui est médecine de premiers soins, en fait, ce qu'on appelle. Donc par exemple, si je suis un peu malade, je tousse, j'ai des courbatures, j'ai de la fièvre, voilà. Je peux directement prendre ma température. Oui. Et ensuite, c'est le médecin qui me dit quoi faire. Exactement. Et vous pouvez le faire en mode check-up, donc en mode autonome. Donc là, vous avez un tutoriel qui va vous guider pour utiliser vous-même les instruments, prendre votre température, votre tension, etc. Ensuite, ou alors avec un médecin, donc réellement avec un rendez-vous avec votre médecin traitant s'il téléconsulte, ou avec un autre médecin si le médecin traitant n'est pas disponible. Voilà. Et bien sûr, vous utilisez votre carte vitale comme en cabinet médical.
Ça doit demander un petit peu de pédagogie pour les médecins, pour bien indiquer aux patients ce qu'il faut faire. Oui, tout à fait. Tous les médecins, en fait, sont formés de façon justement... Ce qui est très important, c'est l'humain. Donc finalement, ils savent pratiquer la médecine, les médecins. Donc ce qui est important, c'est d'accueillir le patient. Donc c'est la première étape, accueillir le patient et ensuite effectivement se familiariser rapidement avec tous les outils, notamment le software qui permet, donc le logiciel qui permet aux médecins d'avoir toute la donnée et les prises de mesures en direct. Et le secret médical est gardé et protégé, les données personnelles des patients à 100%, bien sûr, toutes les données. Alors déjà, nous ne gardons pas les données individuelles, on garde des données anonymisées, donc en aucun cas on garde des données individuelles. Ça, c'est la première chose. Donc ça se passe véritablement, c'est vraiment une relation tant financière que médicale entre le patient et son médecin. Donc nous, ça ne passe pas par nous. Bien sûr, on a des serveurs, enfin tout est sécurisé, HDS, enfin RGPD. C'est les fondamentaux de la data, je dirais. Les fondamentaux de la data. Oui, voilà. Puis, vous le savez, Mathilde, je suis assez fasciné par les questions de cybersécurité, donc forcément, ça touche à ça. Quand vous voyez le nombre d'attaques qu'on voit, c'est en hausse exponentielle par rapport aux services publics, par rapport aux hôpitaux. Ce sujet de la cybersécurité, je suppose que c'est au moment du développement de la solution que vous y avez pensé. C'est by design, comme on dit. C'est by design. Parce que d'abord, ce sont des données sensibles. Ensuite, ce sont des données qui sont effectivement très ciblées, souvent, qui intéressent beaucoup de monde, on va dire. Voilà. Donc forcément, oui, c'est quelque chose vraiment. On a quelqu'un qui est dédié à toutes ces questions de sécurité. Donc, effectivement, c'est notre quotidien. Voilà. Je pense aux personnes qui sont un petit peu éloignées du numérique. Est-ce que c'est finalement accessible à tous ces télécabines ? Alors oui, je dirais que... Parce que souvent, on me dit « et nos seniors ?» Alors, je dirais... en fait, les seniors sont très curieux. Voilà. Ils n'ont pas forcément un smartphone, mais ils sont très curieux. Ils ont également besoin d'être suivis. Se déplacer prend beaucoup de temps pour eux, c'est toute une organisation. Donc vraiment les cabines de téléconsultation médicales sont véritablement utilisées et notre plus senior patient a 92 ans, voilà, et il est très content. Et c'est vrai que j'ai été présente sur des salons grand public aussi. Et effectivement, ils ont cette patience de découvrir, ils n'ont pas peur et ils sont très heureux. Donc, il y a un verbatim qui me plaît beaucoup. C'est une dame qui dit « J'ai retrouvé la consultation des années 80 ». Alors, c'est amusant parce qu'à la fois, c'est très hautement technologique et à la fois, cette sensation de se retrouver véritablement dans un dialogue avec son médecin. Donc, il y a vraiment un dialogue avec le médecin. Il y a vraiment le questionnement initial avec le médecin. Donc, on retrouve cet échange, mais en plus, on a ce support technologique, je dirais même hautement technologique, qui vient enrichir finalement comment on appelle ça, la consultation. Et alors, pour terminer rapidement, combien il y a de télécabines aujourd'hui dans les Yvelines ? Alors, dans les Yvelines, on vient de lancer le projet. D'accord. Donc là, on a un projet on a une première phase. Donc, on va lancer à peu près une cinquantaine de cabines de téléconsultation. Donc, il y a une première phase de dispositif, je dirais, pour les Yvelines. Ensuite de ça, il y en aura davantage puisque c'est un projet qui va tout de même être mené sur 4 années. Donc, le département est très engagé. Et là où vraiment vous avez, je dirais, beaucoup de chance, parce que en fait, le département a réellement voulu une solution qualitative et pérenne. Voilà. Donc, il voulait véritablement un dispositif qui apporte la consultation médicale, donc de qualité, qui s'inscrivent dans la coordination des soins du territoire. Et donc, le département a vraiment fédéré tous les acteurs, donc a d'abord réuni puis fédérer tous les acteurs pour pouvoir intégrer ces dispositifs en complément de ce qui existe aujourd'hui. Merci. Donc, voilà. Merci Valérie Cossita. Je suis désolée, je vous coupe un petit peu parce qu'on est pris par le temps. Est-ce que vous êtes allé regarder le premier match de l'équipe de France de football hier soir ? Est-ce que vous l'avez regardé ou pas ? Moi, je l'ai regardé en intermittence parce que j'étais sur un autre événement.
Mais je l'ai regardé, mais j'ai raté les quatre buts. Ça c'est dommage. Dommage, c'était pas au moment où je regardais l'écran, donc je m'en veux, mais c'est pas grave. Je m'en rattraperai. En tout cas, hier soir, 12 millions de Français étaient au rendez-vous pour regarder le premier match de l'équipe de France de football. Ils se sont largement imposés face à l'Australie avec un score de 4-1. Nous avons vécu ce match avec des supporters présents à Bois d'Arcy. Le reportage de Gabriel Gontier et de Michael Almidoro. Ce mardi 22 novembre à Bois d'Arcy, c'est jour de match. La ville retransmet la rencontre de l'équipe de France face à l'Australie. La commune n'a pas hésité à programmer une soirée malgré les polémiques autour de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Nous, on veut juste passer un moment festif. Évidemment, tout ce qui s'est passé au Qatar et les conditions de l'attribution sont assez compliquées. Il ne faut pas obérer les problématiques de développement durable et de traitement de tous ceux qui ont travaillé à la construction de ces stades. Mais là, on est face à la compétition, face au sport et on a besoin de moments de convivialité tous ensemble. Et je suis content qu'il y ait une grosse trentaine de personnes ce soir pour un premier match en plein hiver. Sur le terrain, la France se fait rapidement surprendre par les Australiens 1-0. Mais les Bleus réagissent, égalisent et passent devant 2-1. Les supporters présents dans cette salle de la Fabrique exultent. À la pause, ils sont confiants. La France qui pousse, et je pense qu'ils vont marquer encore un ou deux buts. Et je pense que ça va passer. Il faut juste bien défendre. En deuxième période, la France continue sur sa lancée et arrive à inscrire 2 autres buts. Mbappé et Giroud font bondir les supporters arcisiens de joie. 4-1, ce sera le score final. Je pense que l'équipe de France ont bien joué, il y avait pas mal de passes et je pense qu'avec les nombreux blessés, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. L'attaque était incroyable, par contre la défense un peu moins forte que ça, mais du coup j'étais surpris par le niveau de l'équipe de France par rapport à ce que je pensais. Je suis plutôt rassuré, malgré tous les forfaits, que finalement on a quand même une équipe encore solide et on a espoir. Voilà, j'espère qu'ils vont aller au moins jusqu'en demi-finale. Avant de penser aux demi-finales, la France jouera son deuxième match de poule ce samedi 26 novembre à 16h. Bois d'Arcy retransmettra à nouveau le match. Et nous avons été rejoints en plateau par Diac Koné. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Olympique Sport Club d'Elancourt. Je suppose que vous avez suivi le match hier soir. Tout à fait. Vous en avez pensé quoi? Écoutez, on a eu peur au début. Mais heureusement, nos Bleus sont bien rattrapés et ont mis de l'intensité dans les passes et du coup, on a obtenu la victoire, donc on est très contents. Oui, il y a eu un début un petit peu balbutiant avec l'Australie qui marque le premier but. C'est ça, alors on va mettre ça sur le coup du stress de l'événement, de l'ampleur. Il y avait quand même pas mal de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs. Donc du coup, malheureusement, le but encaissé lors du premier quart d'heure, c'est une blessure d'Hernandez, remplacé par son frère qui l'a bien remplacé. Et derrière, ils ont redressé la barre et on a vu quand même un événement avec le 51e but de Giroud. On peut noter Olivier Giroud qui s'inscrit co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il rejoint Thierry Henry. Vos pronostics pour les Bleus lors de cette Coupe du Monde, vous les voyez aller jusqu'à où? Je suis chauvin, donc je vais leur dire, je vais les voir finalistes au minimum. Après, si on est objectif, j'ai vu l'Espagne en venant et effectivement, il y a quelques belles équipes. Certaines vont devoir réagir comme l'Argentine, parce que ça se trouve, on va finir par les rencontrer au prochain tour. Pas évident du tout. Donc, je dirais malgré tout le dernier carré. Malgré les blessures répétées Il y a de l'expérience, on a une belle attaque. Donc, vraiment, pour le coup, je me dis dernier carré. Ouais. Et en finale, contre qui, du coup? Le Brésil. Le Brésil. Je le vois bien, Brésil. Et 12 millions de Français, je le disais, étaient au rendez-vous pour regarder ce match. C'est plus qu'en 2018, quand ils ont joué face à l'Australie en 2018 lors de la Coupe du Monde de Russie. En fait, on est loin du boycott qui a été annoncé. Non, après, il y a l'amour du football qui prend le dessus. Je veux dire que moi-même, effectivement, on n'est pas toujours en phase avec tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Mais le foot reprend le dessus très rapidement. On assiste à des beaux matchs, à de belles rencontres. Et après, ça reste un bel événement. Donc du coup, je prends que ça prend le dessus. Et après, c'est pas parce qu'on regarde que forcément on cautionne. Et du coup, ça me paraît naturel que derrière nos Bleus, un maximum de Français soient derrière leur téléviseur. Au sein de l'OSC Elancourt, est-ce qu'il y a des engouements autour de cette Coupe du Monde auprès des joueurs et des dirigeants? Alors effectivement, cette saison, on l'a bien commencé, c'est-à-dire qu'au niveau des inscriptions, on était l'année dernière à peu près 630 licenciés, 650, et là on va peut-être atteindre la barre des 800. Et je sais que mes autres collègues dans les clubs aux alentours ont aussi augmenté au niveau de leurs licenciés, donc effectivement,
c'est certainement dû à la Coupe du Monde et à l'envie de refaire du foot. Et du coup, effectivement, même là, on a un peu décoré parce que la FFF nous avait envoyé des petits kits de supporters. On a décoré le clubhouse. Et donc, du coup, je pense, je vois de plus en plus de maillots de l'équipe de France sur les terrains d'entraînement d'Elancourt. Est-ce que vous allez organiser des soirées pour regarder les matchs ensemble ? On y pense. Alors, on va attendre, comme je disais, qu'ils vont peut-être à l'issue du tour et du tour préliminaire. Et là, peut-être qu'effectivement, lors des matchs décisifs, on organisera quelque chose chez nous. Et vous avez combien de licenciés là actuellement au club ? 766. 766 licenciés, dirigeants inclus. Et effectivement, on serait content et fier d'atteindre la barre des 800. Et c'est quand même, voire 150 de plus que l'année dernière. Donc du coup, on est très content de ce nombre de licenciés. Et en général, une compétition comme la Coupe du Monde, ça amène plus de licenciés ? Alors c'est toujours à l'issue, parce que alors, pour le coup, avec la Coupe du Monde qui est placée dans cette période de la saison, donc du coup la saison est en cours, généralement c'est toujours lors de la période estivale et à l'issue de la période estivale que les futurs licenciés viennent au club. Donc là on est dans un espèce de paradoxe. Néanmoins je pense quand même qu'on aura des bons retours. Donc si la France performe, derrière, il est probable qu'on ait quelques appels en plus et qu'on voit voir peut-être avec nos partenaires de la mairie pour qu'ils nous donnent des terrains supplémentaires. Donc ce sera plutôt en janvier ? En janvier, on risque effectivement d'avoir un afflux de joueurs qui veulent venir rejoindre nos rangs. Eh bien, merci beaucoup, Diaconé. Avec plaisir. Je vous signale que du coup, l'Espagne mène 5-0, là, votre favori. C'est ça, la messe est dite. Je le rappelle, vous êtes le président de l'Olympique Sport Club d'Elancourt. Merci. Le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, qu'on appelle aussi le laboratoire d'histoire de l'UVSQ, organise à l'occasion de ses 30 ans un colloque ouvert au public dans les locaux de l'université. C'est du 24 au 25 novembre prochain. Et parmi les thèmes abordés lors de ce colloque, celui de l'histoire face au patrimoine. Anne-Claude Ambroise Rendu, directrice du laboratoire, explique à Patrice Carmouze les enjeux de ce thème. Ça, c'est un des axes qui a été développé depuis quelques années, un des axes un peu nouveaux du laboratoire, et dont la nouveauté est accrue par l'intégration dans la notion de patrimoine du patrimoine naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons... Alors, oui, on pourrait dire ça. On peut le dire comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais on peut le dire comme ça, mais absolument. Donc, ce qui nous amène à travailler à la fois sur les politiques culturelles qui ont présidé à la patrimonialisation, les monuments, etc. Et puis également, évidemment, aux motifs qui président à cette patrimonialisation. C'est-à-dire quand on crée un patrimoine, qu'il soit culturel ou naturel, qu'est-ce qu'on veut protéger, qu'est-ce qu'on veut préserver, comment on trie et quel est l'objet, quel est le critère de choix qui a présidé à la sélection de cet objet. Oui, là, pourquoi celui-ci et pas un autre ? Pourquoi cet espace naturel mérite d'être protégé et pas un autre qui est juste à côté ? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence de protéger là et pas là ? Et c'est vrai que oui, alors il y a les patrimoines naturels, mais quand on parle ce qui est retenu comme patrimoine par l'UNESCO, par exemple, c'est aussi des pratiques culturelles. Pourquoi celle-là bien sûr. Voilà, pourquoi patrimoine la culturel, patrimoine culturel matériel, immatériel. Enfin, la gastronomie française, bien sûr. La gastronomie, et donnant lieu d'ailleurs à un séminaire sur la gastronomie. Oui, parce que vous faites aussi, il y a beaucoup de recherches sur la gastronomie. Absolument. Il y a un séminaire régulier sur les médias et la médiatisation de la gastronomie au sein du laboratoire. Et vous pouvez retrouver de plus amples développements sur les 30 ans du laboratoire d'histoire sur les enjeux de l'histoire culturelle dans l'émission PAF qui est consacrée à ce sujet. On va passer maintenant à notre page cinéma. Céline Charles, journaliste de la rédaction de TV78, nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Vous allez nous parler des sorties cinéma dans quelques instants. Quel est le programme ? Alors au programme, cette semaine, un film sur le scandale Harvey Weinstein, un quasi huis clos inspiré de faits réels, le nouveau film du réalisateur de Call Me By Your Name et un film d'animation japonais. Et ce sera juste après le coup de cœur d'un professionnel cette semaine. C'est la réalisatrice Jenna Suru qui nous parle du film Whiplash. Regardez. Le film que je recommande est Whiplash du réalisateur franco-américain Damien Chazelle. Ce que je trouve formidable dans ce film, c'est déjà à quel point il nous immerge dans cet univers musical.
où c'est le jazz qui est mis au cœur de la scène. Aussi, ce film met vraiment en scène ce jeune batteur avec en quelque sorte son double, plus expérimenté, plus âgé, avec lequel il vit un rite de passage qui, par certains côtés, peut ressembler à une histoire d'amour, puisqu'ils vivent des obstacles, des disputes et une certaine forme de partage artistique. Damien Chazelle est un réalisateur que j'admire beaucoup et ce film a un travail sur la lumière. Notamment, je pense à la lumière qui est travaillée dans le cadre de cette scène de concert pour représenter les différents rôles entre les musiciens et aussi le rite de passage de ce jeune batteur. J'ai trouvé que c'était vraiment un travail absolument époustouflant et on reconnaît bien la patte de Damien Chazelle avec le travelling et les mouvements de la caméra qui sont absolument uniques en son genre. Or are you going to be on my time? I'm going to be on your time. Keep playing! Keep playing! Keep playing! Et on continue de parler cinéma avec vous, Céline Charles. Vous nous avez préparé un petit top des sorties de films au cinéma. Oui, on commence par un thriller horrifique. Il s'agit de Bones and All de Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name, le film sorti en 2017. Le réalisateur retrouve d'ailleurs Timothée Chalamet qu'il avait dirigé dans le film. L'acteur donnera la réplique à Tyler Russell pour un duo romantique. Alors, âme sensible, s'abstenir, c'est un film qui pourra en remuer certains. C'est l'histoire de deux jeunes marginaux qui parcourent les route américaine à la recherche de chair fraîche. Alors oui, vous m'avez bien entendu, Maren et Lee sont cannibales ou des mangeurs comme on les appelle dans le film. Les deux jeunes tombent amoureux mais sont surtout en quête de réponse, l'absence d'un père ou encore le désamour d'une mère. En fait, c'est surtout le portrait d'une jeunesse bouillonnante qui cherche sa place dans un monde qui n'est pas fait pour eux. On se plonge quelques instants dans l'univers du film. Je suis pas une mauvaise personne. T'es le genre de gars qui se persuade qu'il contrôle tout. Mais pour peu qu'on tire sur le fil... I'm ready. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. You want it darker. On va parler d'un film dramatique maintenant sur les origines de l'affaire Weinstein. Exactement, She Said de Maria Schrader aborde le scandale de l'affaire Harvey Weinstein. Souvenez-vous, le 5 octobre 2017, un article du New York Times révélait les stratégies utilisées par le producteur hollywoodien pour dissimuler 3 décennies de harcèlement et de crimes sexuels. Alors, 2 reporters du journal en étaient à l'origine, c'était Jodie Cantor et Megan Twohey. 5 ans après, c'est ces 2 journalistes qui deviennent les personnages principaux du film. Ce film dramatique retrace l'enquête qui a mené à la chute du producteur et qui a permis au mouvement MeToo de naître. Regardez. Bonjour, nous sommes du New York Times. Vous avez bien travaillé pour Harvey Weinstein. Certains ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois il étouffe l'affaire. Harvey nie catégoriquement toute allégation d'agression. Il a berné tout le monde. C'est un maître de la manipulation. Je vous en prie, donnez-moi la possibilité de vous parler. Vous êtes sûr que ces jeunes femmes ne cherchent pas à coucher avec un producteur pour lancer leur carrière? Ça va au-delà de Weinstein. Là, on parle d'un système qui protège les agresseurs. Les femmes qui ont reçu une compensation financière ne peuvent pas parler. Elles seront poursuivies si elles le font. Mais si quelqu'un pouvait parler ouvertement des indemnisations... Quelles indemnisations, John ? Alors oui, c'est un film qui donne envie d'être journaliste, y compris à ceux qui le sont déjà. Effectivement, Céline, ça donne envie même d'aller le regarder. Un film français maintenant qui retrace aussi une histoire réelle. Il s'agit de Saint-Omer d'Alice Diop, un film inspiré de l'histoire de Fabienne Cabou, une mère condamnée en 2017 pour infanticide sur sa fille Adélaïde de 15 mois qu'elle avait abandonnée sur une plage. Dans le film, c'est le personnage de Laurence Colly qui la représente lors d'un quasi huis clos judiciaire. En salle d'audience, on voit défiler témoins,
juges, avocats et experts. La réalisatrice qui avait assisté au procès à l'époque met en scène également Rama, une écrivaine et professeure qui assiste au procès. Elle est un peu l'alter ego d'Alice Diop de l'époque. Rama est enceinte et se retrouve bouleversée et confrontée à certaines questions intimes en écoutant l'accusé. Un film d'un autre genre. Maintenant, il s'agit de Inu-Oh, un film d'animation japonais de Masaki Yuasa. C'est le réalisateur du célèbre animé Devilman Crybaby. C'est un film qui se passe au XIVe siècle. Inu-Oh est une créature maudite, née avec une particularité physique qui l'oblige à cacher son corps et ses sous des vêtements et un masque. En marge de la société, il va rencontrer Tomona, un moine aveugle joueur de biwa. C'est une sorte de lutte. Ensemble, ils vont développer une réelle amitié, mais surtout créer un duo rock assez singulier. Tomona au biwa et Inu-Oh à la danse. Ils vont petit à petit devenir les premières célébrités du Japon. Merci beaucoup Céline. Moi je pense que ce que je préférerais regarder c'est She Said. Et ouais, vous, moi avez... aussi, oui. totalement. Ça m'intéresse de savoir un petit peu les dessous de l'affaire qu'on connaît peut-être pas complètement. Effectivement, c'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant je vous propose de regarder un petit coup d'œil à la météo. Demain matin, dans les Yvelines, le ciel devrait être nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 8 degrés en moyenne, mais avec un ressenti de 4 degrés. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager avec des rafales de vent allant jusqu'à 45 km/h. Au niveau des températures, il fera 12 degrés en moyenne. Et demain, ce sera la Sainte Flora. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout avec nous sur TV78. Prenez soin de vous.